ce rêve, une longue étagère de livres qui n'était pas finie d'écrire. Dans ce rêve, prendre les livres était marcher dans l'idée de ce que pourrait être ce livre. Dans ce rêve, se saisir d'un livre et, en soi, dans le silence, s'arrêter, penser aux images, à la cadence des phrases, aux couleurs sombres et denses qu'est une phrase qui avance et puis surgissent en rouplant des silhouettes et des visages, et c'est trop tôt pour les dire personnages. Dans ce rêve, il s'agit de choisir sur cette étagère le bon livre, celui qui était réservé pour en écrire les pages, sur la très vague ébauche comme au lavis où sont couleurs et mouvements et lieux et telle silhouette de personnages, mais rien de plus. Un livre où tu aurais tes pages de colère, tes pages de mémoire, tes pages d'invention, tes pages de rêve, et même aussi le carnet du livre, comme ici, c'est ce livre à écrire qu'on parle et qu'on rêve. Et tu ouvrirais ce livre au hasard, et ce serait un détail précis, très net, deux mains vues de près ou un regard, une sensation dans la main, le carrefour d'une ville, et tout serait facile parce que ce détail, très net cette fois, t'appartient. Il ne s'agit juste que de l'ancrer, le prolonger, l'étaler des deux mains et des bras sur la page pour en faire cette pâte mot sur la même précise surface, et à cette surface sans tenir, bâtir muraille, épingler, vernir et fixer, meuler, poncer, garder à vif la déchirure et la soudure et l'angle et les surfaces, le hérissement, le rauque. On a refermé le livre, maintenant c'est dedans, on le sait, on l'a rêvé. On s'en va au réveil devant la grande étagère de ces livres. On cherche celui que dans le rêve on a ouvert, celui qui serait à écrire, il n'y est pas. On trouve parmi ces livres des livres oubliés, des livres lus trop vite, des livres tellement lus qu'à chaque fois qu'on les reprend, ils vous donnent autre chose, et tous on les rouvre, on en parcourt en deux sens les pages. Il n'y est pas le fragment rêvé des mots qui, sur ce carrefour de la ville et sur ces deux mains vues de près, sur ce souvenir avec enfance, sur cette grimace d'un personnage surgissant, vous avez semblé si précis qu'on y avait mis les mains, les bras jusqu'au coude, qu'on l'avait écrit. On s'en va dans la vie quotidienne, on s'est agrandi d'un livre, juste qu'on ne sait pas où il est. Le livre. C'était dans un paysage ouvert, mais sans ciel. Ce paysage n'avait pas de bords ni de frontières, des arches parfois, des surplombs gris d'architecture se superposant dans les hauteurs. Ce n'était pas un paysage habité, un paysage où marchait un sol friable, de ciment mais vieux, ou bien de sable mais durci. Une étendue qui aurait pu être bombée légèrement, mais c'était plutôt l'impression à y marcher. Dans ce paysage, je marche toujours seul. J'aperçois des silhouettes parfois, mais loin. D'autres doivent m'apercevoir aussi. Ce n'est pas un paysage sans paroles, les paroles sont intérieures. Vous portez un visage, vous portez des visages, on parle au visage qu'on porte à l'intérieur, et eux vous parlent. Ce sont des têtes suspendues, des têtes dans votre intérieur. Un paysage abstrait, paysage morne. On peut les entretenir longtemps. On fait le point. On peut rester très longtemps sur un mot, une sensation. Je n'aime pas m'asseoir ni attendre ici. Les silhouettes qu'on croise qui se sont assises, qui attendent, elles s'effacent. On voit bien que pour elles c'est fini, qu'elles ne repartiront pas. Je ne sais pas d'où je surviens, si c'est depuis un rêve. Les rêves n'ont pas de début. Si c'est dans le pays réel, alors oui, je sais. Il suffit là-bas de passer sous la voie ferrée, il suffit là-bas de monter vers le nord de la ville, il suffit là-bas d'entrer dans ce dédale que l'on connaît, où les rues sont mornes et pareilles.
C'est un paysage qui commence partout où déjà on est et chacun sait bien, à proximité immédiate, où est la transition, le passage. Je ne sais pas s'il y a une limite avant, ni même une bifurcation. Paysage qui se prolonge et renouvelle à mesure qu'on y avance, et peu importe que vous ayez infléchi à gauche ou à droite, ou que vous ayez marché obstinément vers l'avant. Avec la volonté, on peut se diriger, même se retourner, revenir, mais ce n'est pas ce qui définit l'espace où on se meut, ces sensations intérieures, ces visages suspendus qui vous accompagnent, et peu à peu le silence. On cherchait le silence, on le souhaitait. Il est lui-même cette suspension où peu à peu vous êtes, parfois un bruit, un camion, parfois d'autres silhouettes en barrage, hostiles. Mais je passe, dans telle passe du sommeil, dans telle illusion du jour, je franchis le passage et entre dans mon paysage, aux arches, aux architectures en surplomb, au sol friable et bombé, toutes bifurcations offertes. Les crises d'angoisse deviennent plus profondes, les crises d'angoisse deviennent plus graves, les crises d'angoisse deviennent plus absolues. C'est longer des murs, c'est se heurter à un trou, c'est dériver sans comprendre dans la nuit de la ville et la nuit qu'à soi-même on est. Tout vaudrait mieux que reprendre, tout vaudrait mieux que continuer, tout vaudrait mieux qu'affronter. Les crises d'angoisse deviennent permanentes. On les tient vaguement à distance, comme du bras quelqu'un qui vous sollicite, comme d'un détournement quelqu'un qui mendie, comme la porte fermée à quelqu'un qui veut absolument tout vous dire et vous expliquer pourvu que cela le concerne lui et seulement lui. Les crises d'angoisse sont solitaires. Les crises d'angoisse sont secrètes. Les crises d'angoisse sont tournantes. Sur soi-même on tourne, en soi-même on tourne. Les crises d'angoisse sont la boule du dedans devenue la boule complète du tout et tourne sur les parois, le décor des villes, le souvenir des appartements, le gros plan déformé des visages et la rémanence des voix. Et tourne sur les parois du dedans, la découpe des toits, la perspective des rues. On est au milieu de tout cela, immobile et crispé, cette silhouette effrayée, accroupie sur elle-même et serrant ses genoux et son front dans ses bras, prête à l'immense chute. On le pense avec sérieux, considération, opiniâtreté, qu'arrêter est la seule solution maintenant irréversiblement à vous laisser. On voudrait du fond de la crise d'angoisse n'être pas ce vous. On a compris que si la crise d'angoisse s'allégeait avant qu'on soit définitivement ce vous, on aura une chance d'attendre ici la suivante, même plus forte, même plus terrible. On a juste appris dans ses os, ses genoux, son front, qu'il ne s'agit que d'une possibilité d'ordre statistique. On trouve même en cela, par discrète de résistance, consolation, abandon. La crise d'angoisse est votre définition. Se présenter à la gare, regarder le panneau, partir au premier train, aller jusqu'au bout. Ne s'inquiéter de la ville d'arrivée qu'à la descente du train, alors s'asseoir et écrire. S'installer dans la pièce qu'on a débarrassée de tout meuble, sauf du tabouret, se percher sur le tabouret, prendre l'ordinateur sur les genoux, se demander quel mot peut venir après le précédent, attendre s'il faut. Conduire longtemps, sentir le vide, laisser s'installer la dérive. Quand elle atteint les mots, fixer les tranches. Éviter les voix, éviter les visages, aller longtemps par la ville, sentir la résonance, le poids de ceux qui la font, leurs mots quand ils ont passé, leurs regards quand ils vous ont croisé, et cela, oui, l'écrire. Avoir écrit assis contre un arbre, assis contre une roche, assis contre un parapet, assis aux tables de café dans la ville de préférence, dans le fond sombre des cafés, les banquettes négligées, avoir écrit dans les trains, les voitures aux haltes d'autoroute, et soit dans la cuisine, ou chez les amis qui vous hébergent, ou dans les gîtes en vacances, n'avoir jamais écrit sur l'herbe. Dans les appartements, avoir parfois préféré les couloirs,
dans les villes, avoir souvent préféré les passages, se souvenir de moments intenses dans une administration, un cabinet médical, un théâtre le dimanche, assis à un bureau qui ne vous appartient pas, n'appartient même à personne. Avoir écrit sur de vieilles enveloppes, sur des carnets qu'on ne rouvrirait plus après ces 3 pages, dans un épais carnet souple rempli jusqu'aux marges, sur des blocs de luxueux papier à lettres, mais non pas pour une lettre, dans des cahiers d'écoliers, dans des cahiers gardant mention sur l'étiquette du prix de leur achat à l'étranger, puis dans ces appareils numériques qui maintenant prolifèrent, déplier le couvercle, ouvrir le calepin, écrire ou bien se connecter, et voilà, écrit ici, directement, en ligne, nulle autre trace qui matérialise vous appartiennent. Avoir écrit de préférence avec de lourds stylos plumes métalliques, avoir rarement écrit avec ces salissures que sont les stylos-billes, tolérer le crayon léger, le feutre épais, avoir fait des exercices de mémoire, composer, retenir, rédiger, être souvent entré chez un marchand de journaux ou une papeterie dans n'importe quelle ville pour se procurer le stylo à cet instant, seul nécessaire, avoir en grande partie oublié tout ça. Écrire dans les replis de soi comme on migre, comme on hante. On rampe, on n'a pas de plafond, pas d'espace. C'est noir et humide et froid. Il faut pourtant attendre. C'est tant de silence et de peine dans le corps que rien, ou bien c'est tant d'agitation et de hurlement que rien. Pourtant tu es ici, immobile, tendu, tu ne guettes même pas, il n'y a pas d'embuscade, seulement tu te tiens prêt. Et quelle que soit, ou maigre soit, la récolte, tu attendras, tu tiendras. Aurait écrit sans y penser, comme ça vient et sans relire, mais après, longtemps après, aurait écrit comme on secoue, comme on accepte, comme on pousse, comme la course à tout mot et association et rêve et images et crises et forces et tensions et relâchements, accumulation, puis voilà, on l'a fait, on s'en va. Routes et couloirs sont mêmes, on marche en avance. Routes et couloirs, on ne sort pas des bords. Routes et couloirs. Si tu bifurques, tu prends une transversale à nouveau, tu es route à nouveau, tu es couloir, tu marches. Ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a devant n'est pas perceptible. Ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a devant se révélera, la porte poussée, toi assis, la voiture arrêtée, toi debout, la marche finie, toi un instant arrêté, découvrant devant, autour. Routes et couloirs sont mêmes. On mesure à tâtons de la main la paroi, on vérifie les signalisations, on décompte les kilomètres. Routes et couloirs sont le temps de penser, mais penser parfois ne dit rien, ni pourquoi le couloir, ni comment cette pulsion de la route. Routes et couloirs sont mêmes, c'est revenir qu'il ne faut pas. On l'a fait parfois, alors l'abattement. Arrêter la voiture et prendre par une route qui te ramène en triangle, là d'où tu es parti, on l'a fait parfois. Et le bâtiment vide que tu explorais, il restait des portes, des pièces, des papiers dans les placards, et toi tu n'es pas allé voir. Routes et couloirs ne se refont pas, il et elle sont l'instant que tu les parcours. Il et elle sont ta propre trace. On voit parfois dans les parcs ces personnes qui font des gestes et les enchaînent. Ainsi ta propre vie, toi, sur place, décrivant des figures. Et routes et couloirs sont le progrès de ces figures. Tu rêves peu des routes. Tu rêves des routes abandonnées, des routes perdues, des routes interrompues. Mais tu rêves souvent de couloirs. Ils sont notre façon d'avancer parmi les hommes, puisque chacun est cloison. Cloison dessus, cloison dessous, cloison sur les côtés. Tu changes d'étage, descends un escalier, remontes un autre. Il y a bifurcation à droite, mouvement vers la gauche, 3 marches, reprendre, un étrécissement, puis ce vaste hall, ces multiples sorties. Et qui sont-ils ceux que tu aperçois sur routes et couloirs? Dans le hall, on les croise, mais les yeux ne se croisent pas. Ou si les yeux se croisent, les pas ne ralentissent guère. Chacun cherche la sortie à lui réservée. Et pour les routes, mouvements dans le sens contraire du tien, avec le même sérieux que ceux que tu dépasses et qui vont dans le même sens que toi, mais certainement pas au même lieu que toi. Dans ces haltes où le moteur en corte sonne aux oreilles, on prend un café, on pisse en parallèle de tous. S'il cherche comme toi tu cherches, alors il le déguise bien. Probablement ainsi pense-t-il de toi. Dans ces chambres qu'on a partagées, où on s'est croisés, où on a tant échangé dans la nuit de toutes les villes qui ne savaient pas qu'au matin ou au bout de la semaine,
on resterait chacun avec son lot de paroles non dites, où tout ce que dit et dont eux se moquaient bien. Comme tu n'as pas retenu grand-chose de ce qu'ils te disaient, routes et couloirs n'ont pas vocation à se mêler. On repart sans trop savoir, peu importe, compte ces heures finalement protégées, puisque rien ne reprendra qu'une fois arrivé. Des couloirs on ne sait pas, trop de portes transversales, trop de monde avec puits au centre obscur de la pièce. Il y avait cela dans ce rêve, cette nuit, à trous dedans la ville. Mais ce point dans la ville, où était-il au moment de revenir chercher la voiture? Plus moyen de la trouver. Les couloirs sont dedans, la route est toi-même. Il se passe un truc très bizarre en ce moment. J'ai commencé en juillet dernier, donc ça fait bientôt, ça fait plus de 10 mois que je me suis donné comme astreinte là, une improvisation au quotidien. Quelquefois c'est lire les livres des autres, quelquefois ça se déplie, ça diffracte, ça devient une série. D'autres fois c'est du vrac, les pensées, les rêves, souvenirs, les gens que tu as connus et qui sont morts. Tout ça, c'est venu par cette contrainte-là de se dire, chaque jour, tu ouvres là, le lieu intérieur, comme si le micro, et hop, là, tu rentres en toi et tu laisses ça, cette résonance. Et elle donne un drôle de rapport à l'écriture, puisque tu pourrais dire que ce risque-là de partir en avant dans la parole, c'est le surgissement de l'écriture, mais c'est pas l'endroit où l'écriture revient vers toi et en devenant matière, elle s'établit dans une épaisseur. Et quelque part, après, il y a ce sentiment de dire ne pas laisser la parole là dans cette fragilité, même si ce continent là commence à se constituer là, avec toutes ces vidéos qui s'empilent, qui se retissent leurs liens, leur passe. Je l'assume complètement. C'est mon dernière œuvre. Ouais, c'est mon dernière œuvre. C'est l'œuvre qui remplace les autres. Ouais, j'essaie en ce moment d'enlever beaucoup de traces, enlever les archives. Plus que ça, je crois que j'ai atteint le point où là, avec les livres, la littérature, tout petit fil de monde qui parvient, mais qui parvient par l'angoisse, par sa violence. Je crois que je suis dans un endroit du travail que je n'avais pas atteint jusque-là. Donc, comment j'ai recommencé à écrire ? Eh ben, j'ai cassé ce que je faisais en multipliant là, des petits livres, ma petite boutique de librairie. Là, en ce moment, elle est en train de s'effriter, disparaître. Il reste quelques-uns, là, des volumes cartonnés, mais c'est aussi parce que j'ai vitalement besoin que, tout simplement, pour tenir, qu'il y ait aussi la petite armature logistique. Et ça, merci, c'est vous, seulement vous, les gens là qui achetez des livres avec la toute petite marge de quelques euros chacun, et ça, je vais continuer. Mais j'en ai éclaté plusieurs, c'est-à-dire que je les éclate, je les laisse revenir dans l'ordi sous forme de fichiers. Et de temps en temps, je prends un de ces fichiers et je refais, mais juste pour moi, un livre qui a un titre, mais qui a un titre comme un work in progress. Et ces textes, quand ce livre-là me revient, à ce moment-là, je sais que je me remets dans la vidéo, mais depuis là, ce mouvement-là de sédimentation d'écriture, je commence à entrer dans un drôle de truc. C'est pas que tu sédimentes pour publier, c'est-à-dire que tu sédimentes pour que l'œuvre ouverte là, s'établisse comme quête, j'en sais rien, comme expérience, j'en sais rien, comme creusement, oui, certainement. Comment tu ne la refermes pas pour que ça ne s'établisse pas dans un livre clos ? Je fais le livre, je l'imprime là, avec ces outils, c'est fabuleux. Et ce livre qui n'est que pour moi, à ce moment-là, voilà, comme ce soir, pour la première fois, j'ai tenté de... L'œil éclate. Souvenir d'un livre qui commençait par l'insoutenable dire d'une énucléation pratique. L'œil éclate. Souvenir d'un livre qui commençait par l'insoutenable dire d'une énucléation pratiquée avec une cuillère.
Parce que la cuillère était précise, l'œil chavirait, la lecture aussi. Mais qu'on lise les historiens, dans les guerres antiques, on arrachait l'œil avec les doigts, c'était signe de vaincre. Nous sommes nés de l'énucléation générale de notre condition aveugle, nous qui marchons. L'œil écoute, l'œil éclate, on en veut à l'œil parce qu'il témoigne, on en veut à l'œil parce qu'il indique à la mémoire le visage de l'autre. Voici le visage de celui qui délibérément sous casque et genouillère de cuir est sorti d'un quart bleu avec ses camarades payés par la nation, rétribués en notre nom, qui pratique en notre nom par arme tenue à bout de bras l'énucléation volontaire d'un qui ne lui a rien fait, était plus à l'honneur de la nation que lui-même. Et l'œil écoute et l'œil éclate du fond de l'hôpital, on soigne, on ne remplace pas, la paupière est arrachée, la paupière ne se refermera plus, l'œil énucléé n'a plus besoin de paupière, l'œil écoute, l'œil éclate, la douleur était telle, dit-il, l'œil écoute, l'œil éclate comme devenu poreux, dit-il, le sang qui coulait à travers le geste du fonctionnaire de la nation exécuté en notre nom, la banalisation du mensonge en notre nom, la scène ordinaire des hommes en bleu marine s'équipant de leurs genouillères, s'armant de leurs armes, on la voit là, au coin de la rue, et les récits qui se multiplient, on se mobilise pour un, comment on y arriverait pour 30, alors les hommes en bleu marine vous marchent dans la tête, alors les hommes en bleu marine vous tirent dans le cerveau par en dedans, l'œil éclaté est rouge dans l'hôpital, il saigne, l'œil éclaté est ouvert dans ce qui est vide, s'agite encore les hommes en bleu dans l'œil mort, ce qui s'accomplit en notre nom continue, s'agite à jamais, l'œil éclaté écoute, l'œil éclaté dit à jamais que l'ordre est bête, que la permission laissée sur le cou des bêtes vous rejoint dans vos amis, vos enfants, que le devoir de fraternité ne concerne pas seulement ce qu'on doit aux autres. Le globe oculaire fendu en deux, entre guillemets, c'était marqué. On ne sait pas ce que les hôpitaux font des yeux énucléés qu'ils enlèvent. On le lui aurait fait manger à celui qui a commis le geste. On l'aurait mis à une table et filmé tandis qu'il l'aurait ingéré. Je n'aime pas l'œil des poissons. L'œil des poissons est trop simple. Tous les poissons ont un œil. La nature sait faire l'œil. Ce n'est pas pour elle une tâche compliquée, l'œil. On devrait même, en remplacement, pouvoir se faire greffer un œil de requin, de raie. Certaines méduses même ont un œil. Moi, je dis, si on ne remplace pas l'œil d'un homme, c'est pour ce pédoncule que pousse jusqu'à lui, à la 3e semaine de sa gestation, le cerveau naissant, l'embryon d'un cerveau gros comme un demi-haricot qui pousse double pédoncule jusqu'à l'œil et s'y greffe. Ce n'est pas un nerf, c'est déjà une raison. Ce qu'on tue dans l'œil, c'est le cerveau commun qui nous fait ce que nous sommes et inclut ce que nous ne savons pas être. Un homme en bleu marine avec des genouillères de cuir, de lourdes chaussures noires, un casque brillant, tire de sang-froid sur un homme et lui enlève l'œil qui se retournait pour le voir. Que jamais cet œil le mange, lui reste sous la langue et dans le goût, et son œil à lui lorsqu'il voit son propre fils et dans son cerveau à lui lorsqu'il se voit lui-même, à jamais.